Vous écoutez un podcast Panafro. Confidence, confidence, confidence. Confidence autour d'un micro. Confidence autour d'un micro d'Amadien. Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général du PDS, Parti démocratique sénégalais, 3e émission. Attention, les personnes qui s'expriment dans cette émission sont entièrement responsables de leurs propos. Confidence autour d'un micro est une tribune libre. La semaine dernière, avec Maître Abdoulaye Wade, nous évoquions sa rencontre avec Léopold Sédar Senghor à Mogadiscio, capitale de la Somalie, où a été discutée la création du PDS, Parti démocratique sénégalais. Maître Wade a expliqué comment il en est arrivé là aujourd'hui. Dans cette dernière partie de notre entretien, il est question encore du PDS. Présentant le PDS à la presse, vous dites qu'il est de contribution plutôt que d'opposition. Et les gens ne vous ont pas pris au sérieux? Oui, c'est-à-dire là, les gens n'ont pas très bien compris. Vous savez, l'idée de contribution, en fait, m'est venue quand j'ai quitté Mogadiscio, m'envolant pour Paris. Je mesurais la responsabilité de diriger un parti d'opposition en Afrique. L'Afrique de l'univers des partis uniques, omnipuissants. Et je me suis dit, pour éviter la confrontation au départ, il me fallait trouver un vocable exprimant correctement ce que je voulais faire. L'opposition que je voulais faire au départ, ce n'était pas l'opposition qui consiste à chausser ses grands sabots et à déloger celui qui est au pouvoir pour prendre sa place. Alors, j'ai réfléchi et trouvé le mot de contribution, qui s'explique d'ailleurs par l'option de départ. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que nous avions une revendication en tant que cadre. C'était de contribuer à l'évolution de notre pays. Et c'est pourquoi, lorsque j'ai parlé de parti de contribution, il s'agissait de contribuer à l'évolution du Sénégal, mais pas de contribuer à l'UPS. Alors, lorsque j'ai expliqué cela au cours de la conférence de presse du 31 janvier 1974, il y a eu deux interprétations. Comme toujours, les gens n'entendent pas nécessairement la même chose lorsqu'on prononce un mot. Et certains ont dit oui, ils veulent contribuer à l'UPS. Alors que nous avons expliqué, c'est dans le texte de ma déclaration à la conférence de presse, qu'il s'agissait de contribuer à l'évolution du Sénégal. En tant que cadre, nous ne pouvions pas accepter d'être plus longtemps laissés sur le côté et qu'il fallait absolument que nous apportions quelque chose au Sénégal. Donc c'est ça le sens de contribution, le sens fondamental. Mais le sens le plus largement répandu, c'est la contribution au PS. Et le mot a été tellement galvaudé et mal compris que nous l'avons abandonné. Et maintenant, rares sont les gens qui s'en souviennent. Et en vous permettant de créer votre parti, Senghor ne voulait-il pas entrer à l'IS? Absolument, si. C'est-à-dire aussi qu'il y avait une conjoncture à l'époque. L'UPS voulait entrer à l'international socialiste et Mitterrand, qui devait la patronner, avait imposé la condition que l'opposition puisse s'exprimer. Donc il fallait que Senghor permit la création d'un parti d'opposition. Alors les gens attendaient peut-être la création d'un parti, d'autres que moi. Mais comme ces autres-là ne se sont pas prononcés, moi j'avais en quelque sorte occupé la place. Et donc c'était cet élément d'entrée de l'UPS Panafro, le podcast, a quand même joué, indiscutablement.
Récemment, M. Babakagnan a dit que si le RND était vraiment bien organisé, il serait le premier parti d'opposition au Sénégal. Écoutez, je crois que c'est de bonne guerre que chacun prêche pour sa paroisse. C'est normal. Le PS croit qu'il est le parti le plus fort, le PDS croit qu'il est le plus fort, le RND croit qu'il est le plus fort. Je pense que ça c'est tout à fait normal. Ça, Quand en 1974 vous êtes allé voir Senghor pour lui demander de déposer, si vous pouviez déposer en fait les statuts d'un nouveau parti, il avait eu l'impression que c'était du chantage. Peut-être, vous savez, je crois que cette explication donnée par Senghor est une explication venue par la suite. C'est dans un de ses livres qu'il l'a dit, un livre récent qui doit dater de 79 ou 80 par là. Mais à l'époque, à Mogadiscio, je ne suis pas sûr que c'était son sentiment. Encore que ce n'est pas tout à fait à exclure. Enfin, pour moi, peu m'importe les motivations, peut-être ne m'a-t-il pas cru. Ça, c'est très possible. Quelle relation avez-vous aujourd'hui avec Senghor? Aujourd'hui, eh bien, nous avons des relations de Sénégalais à Sénégalais. Je considère que c'est un grand Sénégalais, c'est un Sénégalais qui a joué son rôle et maintenant nous avons des relations privées. C'est tout. Selon vous, 14 partis, c'est trop? Oui, là, peut-être que ça mérite une explication. Vous savez que nous, au départ, au PDS, nous n'étions pas pour la prolifération des partis. Parce que je trouve que c'est un gaspillage d'énergie. D'ailleurs, je relisais l'autre jour dans un vieux démocrate un article dans lequel on disait si ça continue, nous allons bientôt avoir 14 partis. Un 15e un 15e qui va naître. Alors, moi je pensais que toutes les opinions politiques au Sénégal pouvaient s'exprimer à travers 3 formations politiques, 3 grandes formations politiques. Une formation au pouvoir, une formation de l'opposition et les marxistes. Ça, c'était vraiment le schéma auquel je croyais. Parce que je ne pense pas que les marxistes puissent s'intégrer dans l'une ou dans l'autre formation. Mais par contre, tous les autres non-marxistes devraient ou être d'accord avec le gouvernement ou ne pas être d'accord. Mais une position intermédiaire me paraît tout à fait artificielle. Bon. C'est pourquoi nous avions préconisé la reconnaissance d'au moins 3 partis sur la base des résultats d'élections. Étant entendu que les marxistes, eux, de toute façon, avaient la possibilité de créer un parti, parce qu'il ne faut pas les juger sur le critère de la popularité, puisque ce sont des partis élitistes. Si vous exigez des bases populaires, vous risquez de faire disparaître tous les partis marxistes, tout au moins la plupart des partis marxistes, tout au moins dans notre conception. Mais comme ils ont une vocation à un certain type de société qui est assez spécifique, je crois qu'on peut leur reconnaître, même s'ils sont une minorité, le droit d'exprimer leur projet de société et de participer, n'est-ce pas, à la discussion sur la construction d'un Sénégal. Bon. Ce schéma n'a pas fonctionné, puisqu'il y a eu 3 partis, puis 4 partis, puis maintenant nous en sommes à 14 partis, et je crois qu'il est difficile maintenant de revenir sur ce qui a été fait. Mais par contre, je crois que si on veut être raisonnable, si on se soucie réellement de l'intérêt du Sénégal, il est possible de reconsidérer les contours des partis politiques. C'est-à-dire, il y a un parti qui est au pouvoir, tous ceux qui sont d'accord avec ce parti doivent l'intégrer, purement et simplement. Bon. Ceux qui vraiment croient en une alternative, ceux qui croient en une alternative à la nécessité de faire autre chose que ce qui se fait maintenant, sans être marxiste, devraient, à mon sens, pouvoir travailler dans le Parti démocratique sénégalais. Je crois. Bon. Et les marxistes, eux, devraient pouvoir s'entendre. Qu'aujourd'hui, il y ait 8 partis marxistes au Sénégal, vous voyez que ça dépasse un peu la raison. Je ne peux pas comprendre. Et je suis incapable de vous donner la différence entre les projets de société de ces différents partis. Alors, les marxistes ne pourraient-ils pas s'entendre sur une formation, ou peut-être même à la rigueur sur 2 formations? Bon, parce que je peux comprendre, comme
différence Panafro, le podcast. Encore qu'elle ne soit pas fondamentale entre la gauche marxiste et l'extrême gauche de Krivine. Vous voyez, donc on pourrait peut-être à la rigueur concevoir une bipolarisation de l'opposition marxiste, mais quand même pas en 8 fractions. Alors, si j'en reviens maintenant aux autres formations, trouvez-vous normal aujourd'hui qu'il y ait le PDS, le MRS, le parti que Babacar Niang va créer, le RND, etc. Bon, je pense que tous ces partis devraient quand même pouvoir s'entendre sur l'essentiel. Et ne pas dire simplement, bon, ce parti est le plus ancien, les postes sont occupés. Ce n'est pas une question de poste. Vous savez, nous, au PDS, nous responsabilisons. C'est pour ça d'ailleurs nous sommes souvent victimes. Quelqu'un peut venir aujourd'hui avec d'excellentes dispositions, une très bonne volonté, et demain il peut être au secrétariat national, assumer de très grandes responsabilités. Nous en avons, qui sont au parti depuis 1 an ou 2, qui sont au sommet. Et ça nous a souvent joué des tours. Par conséquent, je crois qu'on ne devrait pas voir la question sous l'angle de postes assumés, mais simplement ces gens-là, eux et nous, est-ce que vraiment il y a des différences significatives qui entraînent la nécessité de créer un parti différent? Et je pense que si le problème était posé de cette façon, nous reviendrons à des formations politiques moins nombreuses au Sénégal et peut-être plus efficaces. Je voudrais être précis pour dire que je ne veux pas dire par là que le PDS a besoin des autres pour la conquête du pouvoir. C'est pas ça du tout. Qui nous connaissait parfaitement que lorsque nous nous sommes lancés seuls dans l'opposition, c'était avec la conviction que tout seul nous pouvons renverser la vapeur et accéder au pouvoir. Donc nous y croyons encore aujourd'hui. Mais nous pensons que si on pouvait éviter vraiment la prolifération de formations politiques, je pense que ce serait une bonne chose. Maître Wade, le professeur Gonidec a déclaré, je cite, « L'implantation des partis politiques africains n'est réelle que dans les agglomérations urbaines et probablement dans les agglomérations urbaines les plus importantes. Ainsi apparaît un phénomène majeur de la vie politique africaine, la disparité des citadins et des ruraux. » Fin de citation. Oui, je pense que cette observation est valable dans l'ensemble de l'Afrique, mais ne l'est pas en ce qui concerne le Sénégal. Vous avez bien vu que la campagne électorale était surtout menée en brousse, autant pour le PS, le PDS, que même pour les partis marxistes. Pour ce qui est du PDS précisément, je rappelle que au lendemain de la création de notre parti, nous avons fait l'option de nous attaquer à la campagne. Pendant 3 mois, nous n'avons pas tenu une seule réunion dans les villes. Nous nous sommes lancés à l'assaut de la campagne, développant nos thèses auprès des paysans, les écoutant et prenant en charge leurs revendications. Et c'est ce qui explique que 3 mois après la création du parti, l'implantation était telle que son intensité a surpris le pouvoir, qui aurait certainement fait marche arrière s'il s'était avisé de ce qui allait arriver. C'est ce qui explique que le PDS est avant tout un parti implanté à la campagne. C'est essentiellement un parti de paysans. Donc l'observation de M. Gonidec, si elle est valable pour certains partis, ne l'est certainement pas pour ce qui concerne le PDS. Donc le PDS a une vocation rurale. Absolument. Maître Wade, on va parler du front du refus. Où en êtes-vous aujourd'hui? Au lendemain des élections, les partis bafoués se sont retrouvés, les partis d'opposition, et ont constitué ce que certains journalistes ont appelé le front du refus. Ensemble, nous avons organisé des manifestations, notamment des meetings populaires à Dakar et à Thiès. Mais ça, c'est la partie visible. Mais par ailleurs, les partis se retrouvent, discutent de problèmes, d'organisation et prennent des positions sur un certain nombre de questions. Donc je crois qu'il ne faut pas juger l'évolution de l'organisation de l'opposition uniquement par les manifestations extérieures. L'opposition s'organise. Maintenant,
il est bien entendu Panafro, le podcast. L'opposition n'est pas homogène et n'a pas la vocation d'être homogène et à mon avis ne peut même pas avoir cette vocation. J'ai dit souvent, quand certains observateurs me disent mais enfin pourquoi vous ne vous entendez pas dans l'opposition, j'ai dit mais pourquoi voulez-vous qu'on s'entende dans l'opposition? Pourquoi? A priori, il n'est pas indispensable que tous les partis d'opposition s'entendent, que certains d'entre eux s'entendent, c'est une chose, mais d'exiger que tous les partis d'opposition s'entendent, moi je pense qu'il y a ce que j'appelle une opposition significative. Je le dis sans mépris, hein, mais les réalités sont là que les partis ont des dimensions différentes. Et que l'essentiel, c'est que les partis d'opposition significative s'entendent sur la façon de mener le combat contre le Parti socialiste. Et ça, c'est en train de se faire. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que aujourd'hui, des partis d'opposition, je ne dis pas tous, au départ c'était tous, mais aujourd'hui des partis d'opposition se retrouvent entre eux, discutent pour tenter de s'organiser. Mais il n'est pas dit que demain, le contour final de cette organisation embrassera telle ou telle formation de l'opposition. Nous en sommes aux phases de discussion. Nous apprenons à nous connaître, à travailler ensemble, à liquider les subjectivismes, parce qu'il y a beaucoup de subjectivisme, souvent on ne se connaît pas, il y a des préjugés. On voit quelqu'un qui s'en va, on dit celui-là il est ceci, il est cela, alors qu'on ne lui a jamais parlé, on n'a jamais discuté avec lui, on n'a jamais mangé avec lui, on ne l'a jamais fréquenté. Alors nous apprenons à nous connaître, à liquider beaucoup d'a priori. Et je dois dire que moi, ça, en ce qui me concerne personnellement, ça m'a amené à réviser certaines visions que j'avais. J'avais indiscutablement des préjugés contre certains éléments de l'opposition qu'on m'avait décrits comme étant des gens qui avaient telle ou telle idée. Mais quand j'ai appris à les connaître, j'ai quand même changé mon optique, j'ai quand même changé mon point de vue. Et j'espère qu'il en est de même chez les autres. Alors, aujourd'hui donc, les partis d'opposition discutent et je pense que dans très peu de temps, nous allons nous trouver en présence d'une formation véritablement structurée, n'est-ce pas, de l'opposition qui pourra agir et parler au nom de l'opposition. Oui, mais ce front de refus n'est-il pas un conglomérat de partis de fortune et d'horizons divers, fortement secoués par des crises internes? Bon, vous savez, le front du refus, comme vous dites, tous les partis étaient là-dedans au départ. Il y avait 11 partis. Je ne dis pas tous les partis, mais pratiquement 11 partis. Même 12. 12 partis étaient appelés le front du refus, dont 11 avaient signé la déclaration des partis d'opposition. Ces partis ont des fortunes diverses, c'est vrai, une représentativité qui n'est pas la même. Elles ont vécu des aventures historiques qui sont tout à fait différentes, mais ce qui est important, c'est qu'elles essaient, si vous voulez, de se battre sur l'essentiel. L'essentiel étant la création de conditions politiques pour des élections libres et démocratiques. Donc c'est ça l'essentiel. Je dis souvent qu'il ne faut pas demander à l'opposition plus que ce qu'elle ne veut faire. Nous n'avons jamais dit que nous voulions créer un groupe homogène avec une doctrine, une idéologie et un programme précis. On n'a jamais dit ça nulle part. Mais nous avons dit que l'exigence majeure du Sénégal aujourd'hui, c'est la démocratie. Notre revendication principale, ce sont des élections libres et démocratiques, de façon que le peuple soit démocratiquement représenté. Et c'est ça qui est l'essentiel de nos revendications. Donc, il ne faut pas demander à l'opposition plus que ce qu'elle ne veut faire. Alors, quelle que soit donc l'aventure historique des partis, quels que soient leurs problèmes internes, les partis ont des problèmes internes, je crois que l'important, c'est d'être d'accord sur l'essentiel. L'union de l'opposition, vous y croyez? Je crois que certains partis, effectivement, feront un très long chemin ensemble. Ça, je suis absolument persuadé que certains partis feront un très long chemin ensemble.
et même au-delà de l'opposition. Même si un jour nous accédons au pouvoir, je suis persuadé qu'il y a certains partis, le parce que nous nous connaissons mieux. Voyez-vous, quand je parle du PIT, pourquoi est-ce que le PIT est-il le parti qui a appuyé ma candidature à la présidence de la République? Et parce que le PIT connaît le PDS. J'ai parcouru le Sénégal avec des responsables PIT. Ils savent ce que représente le PIT sur le terrain. Ils savent aussi ce que veut le PDS, et c'est important. Parce qu'ils ont entendu les leaders du PDS, mais ils ont entendu aussi les militants PDS dans leurs revendications concrètes. Et ils ont mesuré cela par rapport à leur programme pour se rendre compte qu'au fond, il y avait compatibilité de construire le Sénégal sur un très long chemin. C'est tout. Mais ce sont des marxistes, nous ne sommes pas marxistes, et nous savons très bien les uns et les autres qu'il y a des divergences au point de vue idéologique. Mais nous sommes d'accord sur l'essentiel. Pendant un moment, nous savons que nous pouvons aller très loin ensemble. Alors c'est pourquoi je vous dis que je crois non pas en l'unité de l'ensemble de l'opposition, ce serait un rêve, puisqu'il y a déjà des partis qui ne viennent plus à ces réunions-là. Hein? Mais par contre, je suis persuadé que certains partis de l'opposition, combien seront-ils, je n'en sais rien, réussiront à former un bloc, n'est-ce pas, contre le Parti socialiste sur l'essentiel, c'est-à-dire des élections libres et démocratiques, la suppression de l'exploitation, le combat de la corruption, l'indépendance nationale, etc. Maître, le marxisme vous fait peur? Absolument pas. Le marxisme ne me fait pas peur pour la raison bien simple, c'est que je crois que je connais le marxisme. D'abord, comme tous les jeunes, j'ai commencé par là. J'ai commencé à l'étudier et ensuite je l'ai enseigné pendant une quinzaine d'années. En tant qu'économiste, je ne peux pas ne pas avoir enseigné le Capital, les écrits de Marx, etc. C'est une des philosophies en tant que, comment dirais-je, licencié de lettres, dont des certificats de philosophie. Je n'ai pas pu ne pas étudier le marxisme non plus. Il ne me fait pas peur personnellement parce que je suis suffisamment armé par ailleurs au point de vue idéologique et croyance pour pouvoir me passer du marxisme. Mais par contre, je pense que sur le plan politique, le marxisme pourrait avoir en Afrique un impact, disons, j'aurais préféré que ce fût le travaillisme que je défends ou une doctrine authentiquement africaine, si vous voulez, qui occupât cet impact. Oui. Nous allons parler maintenant de vous pour terminer cet entretien. Vous, singulièrement, Abdoulaye Wade, récemment, le politicien a titré Maître Wade à Addis Abeba. Vous avez réagi par pure invention. En plus, vous avez été devant le juge d'instruction pour porter plainte que vous avez retirée d'ailleurs. Est-ce vraiment la peine de porter pareille affaire devant le tribunal, devant la justice, puisque vous constatez plus tard que c'était de l'humour? Oui, non, je veux dire, ne confondons pas. Les accusations du politicien, au départ, étaient vraiment très mal intentionnées. Lorsque le politicien m'accuse d'avoir cherché à transférer de l'argent en Suisse, lorsqu'il m'accuse d'être financé, j'essaie de me rappeler l'expression, par une banque des Bahamas où les Russes et les Américains se retrouveraient, enfin, dans une spéculation qui ressemble à du James Bond. Vous comprenez, dans la mentalité de nos compatriotes, ça peut être extrêmement sérieux. Alors là, j'avais donc porté plainte pour diffamation simplement. Et surtout parce que cet article avait été repris par Jeune Afrique. Bon, Jeune Afrique, tout le monde connaît les positions de Jeune Afrique à mon égard. Je ne suis pas du tout leur ami. Et donc ça a été exploité donc, dans un article, à essayer de transférer 60 millions en Suisse. J'ai donc été obligé de porter plainte. Encore que, vous savez, si j'ai 60 millions, je ne vois pas du tout les raisons pour lesquelles, si je veux les transférer, qu'est-ce qui peut m'en empêcher? Il n'y a aucune loi qui m'empêche de le faire. Ce qu'on peut reprocher,
c'est de chercher clandestinement à transférer de l'argent. Mais l'article tel qu'il a été rédigé, c'est-à-dire que j'aurais demandé au ministère des Finances de transférer de l'argent, il me le refuse, où est le délit? C'est normal. Demain, si j'ai 100 millions, 300 millions, je peux demander au ministre des Finances de transférer de l'argent où je veux. Il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Donc, vous voyez, c'était tellement pas l'information, c'était la mauvaise intention qui était à la base, qui pouvait semer un doute dans l'esprit des lecteurs, parce que les lecteurs ne sont pas censés savoir, n'est-ce pas, la réglementation en matière d'échange. Alors c'est pourquoi j'avais porté plainte, et puis bon, par la suite, Mamles, dans ses écrits même, j'ai compris qu'il avait un peu regretté ce qu'il avait fait, et c'est la raison pour laquelle, et puis les élections étaient passées, j'ai retiré ma plainte. Oui. Et votre nom était en rouge en première page du Politicien. Vous leur écrivez que c'est la valeur marchande de leur journal. Ça, c'est la vérité. Vous savez, je crois que... Vous devenez Maître Abdoulaye Wade un bon support. Oui, et je crois que c'est un élément de marketing. Je constate que quand on met mon nom en rouge dans la première page d'un journal, ça se vend. Alors moi, je ne refuse pas à Mamles de faire marcher ses affaires, mais seulement pas à mes dépens. Tout ce que je lui demande, c'est de ne pas faire des accusations uniquement pour vendre son journal. Et quand vous êtes caricaturé par le Politicien, comment vous réagissez? Mais je ne m'en fais absolument pas. Vous savez, je ne veux pas. Moi, je considère que tout ça, c'est de l'art. J'espère que physiquement, je suis meilleur que ça quand même. Mais enfin, je ne m'en formalise pas pour autant. Non, ça me choque pas du tout. Quel intérêt vous portez à l'information? Ah oui, alors là, vraiment, ce serait peut-être trop long à vous expliquer, mais je vais quand même essayer de me résumer. Vous savez, autant je suis attaché à la démocratie, autant je suis attaché à l'information. Et les gens se demandent même vraiment qu'est-ce qui me pousse à l'information. Parce que j'estime que dans nos pays, l'élément le plus important après le combat intérieur que nous menons, c'est l'information. Vous savez, vous pouvez mener tous les combats que vous voulez à l'intérieur d'un pays. Si les gens ne sont pas informés, on peut vous écraser. Personne ne sait. Regardez, malgré tous les efforts que nous avons faits pour montrer les tricheries dans la campagne électorale, certains à l'extérieur continuent à considérer, comme on l'a dit l'autre jour, que le Sénégal est un havre de paix, etc. Alors qu'il y a combien de gens ici qui souffrent de l'injustice de ces élections? Donc l'information, c'est fondamental. En dehors de ça, l'aspect politique, les problèmes du tiers-monde, n'est-ce pas? Les combats d'indépendance, de dignité que nous menons, qui sont des combats inconnus. Les réalités en Afrique australe, les réalités dans tous ces pays du tiers-monde, où parce que les appréciations sont faites sur la base de théories économiques et philosophiques et politiques qui sont implantées depuis des siècles. Ce sont des voiles qui empêchent de voir la vérité. Et c'est pourquoi je considère que, en dehors du combat réel que nous menons à l'intérieur de nos pays pour les changements politiques et économiques, le premier et le plus important, c'est celui de l'information. Et c'est pour ça que toute ma vie a été jalonnée par des efforts que j'ai faits dans ce sens. Je me rappellerai par exemple qu'à Villiam-Ponty, j'ai créé un journal qui s'appelait À l'ombre du baobab, dont j'étais le rédacteur en chef. Et que... Par la suite, bon, j'ai collaboré à un certain nombre de journaux, ici au Sénégal, notamment dans l'Ouest africain de Obey Diop, dans lequel j'écrivais souvent. Vous savez aussi que j'étais un des fondateurs du journal Demain l'Afrique, qui malheureusement a sombré après 2 ou 3 ans d'activité, et que j'ai été aussi l'initiateur du journal Le Démocrate, qui est apparu ici à une époque où seul Le Soleil était un journal lu, et d'autres journaux. J'ai créé un journal pour les jeunes, enfin, etc. Et enfin, le dernier né qui est Takusan. Et j'espère poursuivre mon chemin dans ce sens. J'espère pouvoir toujours encourager la presse et encourager l'information. Mais je vous dirais que pour moi, l'information ne s'arrête pas à la création des journaux. Vous vous rappelez que j'ai parlé de création de radio libre. Je n'ai pas pour autant abandonné cette idée. Et je me battrai pour ça. Je voulais d'abord en terminer avec Takusan, quand nous aurons modernisé ce journal et qu'il pourra voler de ses propres ailes.
j'attaquerai le problème de l'information. Parce que la monopolisation de l'information par une seule radio me paraît absolument inadmissible dans une démocratie. Je sais que c'est pas facile. Mais c'est comme le journal. Il s'agit de savoir par où on peut commencer et où il faut s'arrêter. C'est une sorte d'autodiscipline que quelqu'un doit s'imposer en tant que démocrate. Mais les radios, c'est pareil. Le gouvernement ne doit pas avoir peur d'une radio libre. Si la radio commet des infractions ou les auditeurs, bon, il y a les lois qui sont là. Mais dans la mesure où il y a des informations qui doivent être portées, n'est-ce pas, à la connaissance des citoyens, si ces informations ne heurtent pas les lois, eh bien, on ne doit pas empêcher la possibilité d'installer des radios libres. Et c'est pourquoi cette bataille, je la mènerai. Je ne l'ai pas perdue de vue. Je l'ai formulée, je la mènerai. Et dans ce domaine particulier-là aussi, les gens vont croire que ça coûte des milliards, mais pas du tout. Mais absolument pas. J'ai étudié les radios libres en Europe. Je suis en rapport d'ailleurs avec des gens qui ont des radios libres. Je sais ce que ça a coûté. Et c'est à la portée de gens de bonne volonté. Personne ne va vous financer ce projet? Mais absolument pas. Mais vous savez combien coûte aujourd'hui un émetteur de radio libre? D'après les informations que j'ai d'une manière concrète, mais 3 à 4 millions. J'ai besoin d'aller voir une multinationale ou machin pour trouver 3 ou 4 millions de francs. Puisque vous êtes riche. Non, mais c'est pour vous dire simplement que ce sont des questions, lorsqu'on les voit. Évidemment, si je voulais faire une radio comme Radio Sénégal, ça c'est des milliards ça. Mais une radio émettant sur 80 km implantée à Thiès pour balayer jusqu'à Dakar ou implantée chez moi à Kébémer, vous voyez, ou au cœur du Sénégal dans le Baol, ou un autre poste en Casamance, c'est pas compliqué, c'est pas très cher. Je suis persuadé, mais je peux, c'est-à-dire, le problème le plus difficile, c'est le problème juridique, l'autorisation. Même si ça coûtait 50 millions, admettons, mais c'est pas ça le prix. Je vous ai dit, un émetteur, ça coûte dans les 3-4 millions de francs CFA. Avec ça, vous pouvez avoir un émetteur. Oui, alors que vous aurez certainement imaginé que ça coûtait des milliards. Bon. Demain, je peux créer ici une société, n'est-ce pas? Demander à des Sénégalais des contributions, demander aux entreprises de donner leur participation. Pour la publicité seulement, je peux financer 3, 4, 5 postes de radio libres. Vous voyez, c'est une simple question d'imagination. C'est une question d'initiative. Maintenant, le problème sera, les animateurs de ces postes devront s'imposer une certaine discipline pour savoir jusqu'où aller. C'est tout le problème. C'est le problème juridique qui est difficile, mais le financement n'est pas important. Oui, d'ailleurs, n'importe quelle grande entreprise qui vend, je ne sais pas moi, n'importe quel produit serait en mesure de donner une contribution pour l'installation de ces radios. Oui, maître, radio libre ne veut pas dire clandestine. Absolument pas. Non, radio libre, ce n'est pas radio clandestine. Non. Radio clandestine, c'est une radio qui émet sans qu'on sache où elle est, tandis qu'une radio libre, c'est une radio qui ne dépend pas de l'État, qui est reconnue par l'État, qui a un statut et qui respecte son statut, comme il en existe en France, en Italie, en Belgique ou ailleurs. Et comment s'appellerait cette station? Je n'ai pas encore choisi de nom, mais enfin, il faudra qu'il y ait du Sopi là-dedans, certainement. La station Sopi peut-être. Mais probablement. À propos de Sopi, quand les jeunes enfants vous taquinent dans la rue en disant Sopi, Sopi, comment vous réagissez? Ça vous flatte? Non, ça ne me flatte pas. Ça me révèle simplement que le mot a eu un impact et qu'effectivement les gens ont besoin de changement. Et je parle non seulement de Radio Sopi, mais n'oubliez pas que j'ai une idée pour la télévision Sopi. N'oubliez pas. Et vous savez que pendant la campagne électorale, nous avons fait des films, nous avons utilisé la vidéo, nous avons fait des projections en brousse, là où la télévision nationale ne va pas. Et les militants l'ont baptisé télévision Sopi. Là aussi, il y a des initiatives qui sont possibles. Et vous savez, avec très peu de moyens, je peux vous assurer qu'on peut faire beaucoup. Vous êtes un ambitieux? Je respecte beaucoup l'ambition. Vous savez, je crois que c'est Lénine, que les marxistes m'excusent de le citer, disait beaucoup de bien de l'ambition. Je crois qu'un homme doit être ambitieux. Ce qu'il faut éviter, c'est la prétention. Il faut pas être... La prétention, c'est une disproportion entre les aspirations et les moyens. Si je dis je vais grimper sur la Lune, par exemple, vous voyez, mais d'avoir l'ambition de bien faire, d'avoir l'ambition de se donner pleinement, d'avoir l'ambition de réussir, je crois que c'est une bonne chose. Et dans notre système d'éducation traditionnelle,
quelque chose qui est mauvais. C'est qu'on écrase l'ambition. Je vois souvent, par exemple, des pères ou des mères de famille dire à un enfant, yo danga sop, barenga man, loy xol ci lolu, etc. Le podcast. Quand un enfant cherche à voir un mécanisme là, ce train là, comment ça marche, ou, vous voyez, je pense que c'est pas bon. C'était valable dans nos sociétés traditionnelles où les rôles étaient distribués d'avance, vous voyez, le fils faisait ce que faisait le père, etc. Mais dans notre société moderne de mobilité, où on attend de chacun son épanouissement total pour donner le maximum, il faut libérer les gens. Et cette éducation traditionnelle est extrêmement dangereuse. Il faut que les jeunes aient de l'ambition. D'ailleurs, moi, autour de moi, je m'entends qu'avec les jeunes qui ont de l'ambition. Pas des prétentions, c'est pas des prétentions, mais c'est des ambitieux. C'est-à-dire des gens qui disent, bon, aujourd'hui ça n'a pas marché, j'ai pas bien fait, demain je veux faire mieux. Et avec cela, je m'entends très bien. Donc, il faut être ambitieux. Alors, en ce qui me concerne personnellement, je dirais, si l'ambition, c'est de bien faire, c'est de me donner pleinement, je crois que je suis un ambitieux. Mais je n'ai pas l'ambition d'avoir des palais, je n'ai pas l'ambition de parader, je n'ai pas l'ambition de me faire applaudir. Vous savez, ça, c'est ce qui me touche le moins peut-être quand je me trouve dans un milieu politique et que je suis applaudi. Je vous assure que ça rentre par là, ça sort de l'autre côté. Mais par contre, quand j'ai fait un bon travail qui a réussi, alors là, j'ai un sentiment de satisfaction. Par exemple, quand Takosan est sorti, j'étais satisfait. Je dis, tiens, j'ai quand même fait quelque chose avec quelque chose qui a réussi. C'est un enfant, votre enfant. Absolument, c'est un enfant. Vous avez une vie de famille? Ah, ça, oui, j'ai une vie de famille. Vous savez, en dehors de la politique, j'ai une vie de famille. Je suis très ancré dans ma famille propre, c'est-à-dire mon père, mes sœurs. Je vis dans ce milieu et dans ma famille restreinte ici. Et en dehors de ça, un petit cercle d'amis. Mais si vous voulez, j'ai une vie de famille qui est assez curieuse et peut-être que ce sont mes enfants ou ma femme qui pourraient vous dire la vérité. C'est que je suis toujours au sein de mes parents. Hein, mais je suis quand même souvent isolé par le fait que même quand je suis chez moi, je travaille. Je travaille, je lis, je m'enferme dans ma bibliothèque. De sorte que je ne vais pas au cinéma avec mes enfants ou au théâtre ou aller au restaurant, c'est très rare. Vous voyez, par exemple, s'ils veulent aller au restaurant, bon, ils peuvent aller, mais moi je préfère à ce moment-là lire ou travailler. Alors donc, vie de famille dans la mesure où je suis au sein de ma famille, mais je regrette de n'avoir pas le temps, si vous voulez, de m'occuper davantage, par exemple, de mes enfants. Je m'en occupe parce que je ne les laisse pas faire n'importe quoi, hein. J'ai subi une éducation rigoureuse et moi aussi, je tiens une main ferme sur mes enfants. Mais j'aurais voulu, par exemple, pouvoir les assister davantage, par exemple, leur expliquer les mathématiques, les difficultés de l'orthographe, ou cela. Malheureusement, ça, je n'ai pas le temps. Je suis obligé de prendre des précepteurs qui les font, alors que j'aurais pu les faire moi-même. C'est donc dire que c'est une vie de famille qui est un peu bizarre. Vous avez, comme dirait Senghor, vous aussi, votre française. Oui. Oui, alors ? Pourquoi pas une sénégalaise? Mais je crois que ça, c'est le résultat de l'histoire de ma vie. Je me suis trouvé au moment où j'avais l'âge de me marier en Europe. Et j'ai vécu dans ce milieu. J'ai connu une femme qui m'a aimé, que j'ai épousée. Voilà, tout simplement. Et depuis... J'ajoute au demeurant que je ne suis pas raciste. Et je dis souvent que si à cet âge j'étais en Chine, sauf interdiction, j'aurais peut-être épousé une Chinoise. Vous voyez, je trouve que j'étais en France. Hein, je n'étais pas responsable de mon destin. Je suppose, Maître Wade, que vos enfants ont fait au fond encore les études en Europe. Non, absolument pas. Mes enfants, mes enfants sont ici à Dakar. Ils sont très jeunes, ils font leurs études ici à Dakar. Quelle est votre conception des droits de l'homme? Alors pour moi, les droits de l'homme, c'est une chose fondamentale. Vous savez, toute ma vie, j'ai lutté pour les droits de l'homme à la Commission internationale de juristes, comme dans diverses associations de droit. Vous savez, moi je crois en l'homme. Et ça aussi, ça résulte de ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Pour moi, l'homme peut faire beaucoup. J'allais même dire prétentieusement, l'homme peut tout faire. Mais à la condition qu'on libère les forces qui existent en lui. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut laisser les libertés s'épanouir. Il faut que l'homme s'épanouisse. S'il s'épanouit, il peut faire beaucoup.
Et je raconte souvent l'histoire de cette fable du philosophe français qui s'appelle de Mandeville. Pour prouver les bienfaits de la liberté, Panafro, le podcast. il disait, regardez les abeilles. Quand elles sont sans contrainte, elles s'envolent, elles butinent, elles font du miel et tout le monde est content. Chaque abeille est contente et la ruche aussi. Bon, je crois que les hommes c'est la même chose. Et si les individus s'épanouissent, ils peuvent faire beaucoup. Mais quand on les contraint et qu'une volonté externe vienne s'imposer, n'est-ce pas, comme un dictateur, eh bien cela est mauvais. Et à ce moment-là, toutes les erreurs que l'on commet se répercutent sur la collectivité. C'est pourquoi toujours j'ai défendu les droits de l'homme. Les droits de l'homme étant essentiellement le droit à la libre expression, le droit de se déplacer, d'aller et venir, le droit de réunion, etc. Et concrètement, c'est le PDS qui s'est battu et a pu contribuer à la réalisation de ces droits au Sénégal. En 1974, tout le monde sait que le droit de réunion, bon, il n'y avait qu'un parti. Bon, tout le monde sait qu'on ne peut pas se déplacer comme on veut. Le droit de critique n'existe pas. Les paysans le savent, qui vous disent que 3 ou 4 paysans qui se trouvaient sous un arbre en train de critiquer le sous-préfet, ils avaient aussitôt des problèmes. Mais nous nous sommes battus. Parce qu'au départ, même notre parti a reconnu, nous n'avions même pas le droit de nous réunir publiquement. Il fallait chaque fois que j'appelle l'arbitrage de Senghor, la protection de la police, enfin, etc. Parce qu'il y avait un esprit d'intolérance vis-à-vis de l'exercice des droits. Eh bien, nous avons pu, progressivement, conquérir ces droits. Le droit de réunion, le droit d'expression, qui se manifeste par la prolifération des journaux aujourd'hui, et tous les autres droits. Et sur le plan international, en tant que membre travaillant étroitement avec la Commission internationale des juristes, je me suis battu pour les droits de la défense, en fait, etc. Donc pour moi, les droits de l'homme, c'est fondamental. D'ailleurs, nous avons organisé ici un colloque sur les droits de l'homme dans les pays en voie de développement en 1980 avec la Fondation Friedrich Naumann et il y a eu beaucoup de succès. Nous avons contribué, dans une certaine mesure, à la définition de la frontière entre les droits de l'homme et les droits des peuples. Parce que les droits des peuples, c'est une nouvelle notion qui est entrée dans le droit et qui a eu droit de cité. C'est très important. Donc, pour tout vous dire, les droits de l'homme, pour moi, c'est fondamental. Et que pensez-vous des chapitres africains d'Amnesty International? Les chapitres africains. Ah oui, c'est-à-dire que Amnesty International, je crois, fait de l'excellent travail. Il y a beaucoup de gens qui s'érigent contre Amnesty International. Moi, j'estime que c'est une très bonne chose que de permettre à un organisme externe de venir jeter un coup d'œil, n'est-ce pas, à l'intérieur des pays africains. C'est toujours un problème d'information. Combien de gens sont morts ou meurent dans les prisons? Combien de gens sont torturés dans les prisons d'Afrique aujourd'hui? Mais faute d'information, personne n'en sait rien. Parce que sur le plan international, il n'y a pas d'organe d'information. Il y a une certaine complicité internationale qui font que tant que le sang ne coule pas, personne ne dit rien. Les gens peuvent souffrir. Il y a des régimes qui se paradent aujourd'hui de décoration et de distinction, alors que ce sont des régimes de tortionnaires. Mais ça, nous, Africains, nous le savons. Nous connaissons les prisons qui aujourd'hui sont remplies. Nous connaissons les gens qu'on fait disparaître sans aucune trace. Et tout ça, la presse internationale, la presse nationale ne le dit pas, la presse internationale non plus. Donc je pense que quand il y a des organismes comme Amnesty International qui viennent jeter un coup d'œil sur ce qui se passe, mettre les gouvernements en accusation pour leur permettre de se défendre, je pense que c'est une excellente chose. Et si un jour nous sommes au pouvoir, j'espère qu'Amnesty International viendra voir la réalité d'un régime PDS. Quelle est, Maître Abdoulaye Wade, la pensée qui vous torture le plus, qui vous préoccupe? La pensée qui me préoccupe. Et vraiment, je ne suis pas torturé, je ne suis pas préoccupé. Je pense que je suis un homme extrêmement équilibré. Je dirais simplement, parfois j'ai des inquiétudes.
Voyez-vous? Et ma plus grande inquiétude, c'est l'ignorance du tréfonds du peuple sénégalais. Vous voyez? Ma plus grande inquiétude, Panafro, c'est de le voir podcast. un jour le peuple sénégalais versé dans la violence. De ça, je vous dis secrètement que ça me travaille. Pourquoi? Parce que je crois que la première qualité d'un homme politique, c'est de connaître son peuple. Bon. Il n'y a pas 15 jours, des amis de l'assistance technique me disaient, Maître Wade, est-ce que le Sénégalais peut être violent? Parce que, vu l'évolution, nous sommes un peu inquiets. Ma réponse a été que je crois que le Sénégalais n'est pas violent. Il est même gentil, mon enfant. Mais, je crois que ce qu'il faut éviter pour le Sénégalais, c'est qu'il s'installe dans la violence. Je ne crois pas que le Sénégalais soit violent par nature. Mais, j'espère me tromper. Je crois qu'une fois que le Sénégal est installé dans la violence, on ne peut plus le freiner. Et c'est pour ça qu'une de mes grandes inquiétudes, c'est ça. Et c'est heureux qu'en 1968, l'armée n'ait pas tiré sur le peuple. Parce qu'en 1963, j'ai vécu, j'étais dans les allées du Centenaire, j'ai vu là le comportement des Sénégalais dans la violence. J'ai vu ces jeunes se battre avec des cailloux contre des gens qui tiraient des mitraillettes. Vous voyez? Donc je connais mon peuple. Et pour moi, ma grande inquiétude, c'est ça. Et c'est pourquoi j'espère toujours que il y a une possibilité, si vous voulez, d'adaptation qui, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la conjoncture, que les Sénégalais puissent, par le dialogue et la discussion, dépasser, si vous voulez, cette difficulté. Mais il ne faudrait pas aussi que par le souci, en considérant simplement le souci pour certains de préserver la paix, que ce soit exploité, n'est-ce pas, de l'autre côté, pour faire n'importe quoi. Ça aussi, c'est pas possible, parce qu'il arrive un moment où on laisse, n'est-ce pas, le cours des choses se dérouler normalement. Mais je vous dis, une de mes inquiétudes, c'est celle-là. J'ai une deuxième inquiétude qui se situe au niveau de l'Afrique, mais enfin, ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis à peu près persuadé que l'Afrique surmontera ses difficultés. L'autre jour au téléphone, quand je prenais rendez-vous justement, maître, je vous demandais si vous n'aviez pas déménagé. Vous m'avez répondu, pas encore, dans un grand éclat de rire. Oui, mais en fait, vous m'avez demandé si j'avais déménagé. J'ai compris que vous m'avez demandé si j'allais au palais. Je vous ai dit que ce n'était pas encore, je ne l'avais encore pas fait. En fait, c'est une plaisanterie. Mais, vous voyez, je suis très bien chez moi. J'ai une modeste maison, très simple, et je me trouve très bien ici. Et je ne pense pas, j'espère ne pas un jour avoir quitté ma maison pour aller ailleurs. Vous feriez comme Mitterrand? C'est-à-dire... habiter chez vous et aller travailler au palais? Ah, c'est sûr, ça c'est sûr. Vous savez, moi je crois que ce palais-là, moi je l'aurais transformé en musée, vous voyez. Je l'aurais transformé en musée pour permettre au peuple de venir voir le lieu où se décidaient les grandes... où on prenait les grandes décisions concernant la colonisation depuis près d'un siècle, vous voyez. Il faudrait le transformer en musée, ça n'a pas de sens. Aller dans ces bâtiments froids, ces murs blancs, et tout cela, vivre là-dedans, c'est a priori, parce que je connais très peu, j'y suis allé quelquefois, n'est-ce pas, invité par Senghor, mais je ne souhaite vraiment pas l'habiter. Pourquoi voulez-vous d'abord qu'un président de la République soit toujours obligé d'aller s'enfermer là-bas? Pourquoi il ne reste pas chez lui? Et ça ne l'empêche pas de pouvoir diriger l'État, de pouvoir donner les orientations. Vous voyez? Moi, si un jour j'étais chef de l'État, je resterai ici chez moi. Sauf maintenant, si on vient me déloger par la force pour m'amener là-bas, ça c'est une autre affaire. La loi de chef de l'État, c'est imaginable. Ah, mais parfaitement, c'est imaginable. N'importe quel Sénégalais peut l'être. Confidence, confidence, confidence. Confidence autour d'un micro.
Confidence autour d'un micro d'Ambadien. Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général du PDS, Parti démocratique Panafro, sénégalais, le podcast. troisième et dernière émission. Attention, les personnes qui s'expriment dans cette émission sont entièrement responsables de leurs propos. Confidence autour d'un micro est une tribune libre.